La lecture du testament était censée être une simple formalité. J'étais juste l'infirmière qui s'était occupée de Théodore Delacroix durant ces derniers mois, invitée par courtoisie pour entendre comment il avait distribué sa vaste fortune parmi sa famille éloignée. Lorsque l'avocat annonça que tout avait été légué à sa nièce, Élise Dubois, je commençai à rassembler mes affaires pour partir. Mon prénom était bien sûr Manon, et je n'étais pas sa nièce. C'est alors que l'avocat me regarda directement et demanda, « Mademoiselle Dubois, quel est votre nom légal complet ?» C'est à ce moment-là que mon monde a changé pour toujours. Avant de plonger dans cette incroyable histoire, j'aimerais savoir d'où vous nous regardez. Laissez un commentaire ci-dessous et assurez-vous de vous abonner pour plus d'histoires extraordinaires chaque jour. Maintenant, retournons au jour où j'ai rencontré l'homme qui allait changer ma vie. Théodore Delacroix n'était pas un patient facile. À 78 ans, il était riche, exigeant et avait la réputation de chasser les infirmières plus vite que la plupart des gens ne changent leurs draps. Lorsque l'agence de soins à domicile m'a appelé pour cette mission, ils ont été francs sur les difficultés. Il a eu 6 infirmières en 4 mois, m'expliqua ma superviseure, Jeanne, au téléphone. La famille est désespérée. Ils offrent le double du tarif habituel, mais je dois vous prévenir, il est difficile. Difficile comment ? Exigeant, critique, refuse de suivre les prescriptions médicales. La dernière infirmière a dit qu'il lui avait jeté un verre d'eau quand elle a essayé de lui donner ses médicaments. J'aurais dû refuser. Je travaillais déjà à plein temps à l'hôpital et avais à peine le temps pour ma propre vie, encore moins pour un patient privé exigeant. Mais quelque chose dans le désespoir de la voix de Jeanne et la mention d'un double salaire me fit reconsidérer. Je le prends, dis-je, mais je veux le rencontrer d'abord. Voir si le courant passe. Le manoir de la Croix était exactement ce à quoi on s'attendrait d'une vieille fortune. Imposant, élégant et légèrement intimidant. La gouvernante, une femme austère nommée Madame Mercier, me guida à travers des pièces remplies de meubles anciens et de tableaux à l'huile qui coûtaient probablement plus que ce que je gagnais en un an. Il est dans son bureau, dit-elle, sa voix teintée d'avertissement. Il passe une mauvaise journée. Je trouvai Théodore Delacroix assis dans un fauteuil roulant en cuir près d'une immense fenêtre donnant sur des jardins manucurés. C'était un petit homme, rendu plus petit par la maladie, mais ses yeux étaient vifs. Quand il me vit, son expression se durcit immédiatement. « Encore une » dit-il d'un ton désinvolte. « Combien de temps pensez-vous tenir ? » Le record est de 3 semaines. « Ça dépend » dis-je, tirant une chaise pour m'asseoir à sa hauteur. « Combien de temps pensez-vous avoir besoin d'une infirmière ? » Il me regarda avec surprise. La plupart des gens, j'imaginais, soit s'inclinaient devant sa richesse et sa réputation, soit essayaient de le flatter avec de fausses larmes. Je ne faisais ni l'un ni l'autre. Les médecins disent que j'ai peut-être 6 mois un cancer du pancréas. Rien à faire si ce n'est gérer la douleur et attendre l'inévitable. Je suis désolé, dis-je, et je le pensais. Ça doit être effrayant. Effrayant. Il rit, mais il n'y avait aucune joie dans son rire. Jeune femme, j'ai vécu 78 ans, bâti un empire commercial et accumulé plus d'argent que je ne pourrais en dépenser en 10 vies. Je n'ai pas peur de mourir. J'ai peur de mourir seule, oubliée, sans rien laisser de ma vie si ce n'est un compte en banque. Il y avait quelque chose dans sa voix, une solitude si profonde qu'elle me serra la poitrine. Et votre famille ? Quelle famille ? Sa voix devint amère. J'ai une collection de parents éloignés qui ne m'ont pas parlé depuis des années, sauf pour demander de l'argent. Ils tournent autour de moi comme des vautours maintenant, attendant que je meure pour se disputer ma succession. Ça a l'air solitaire. Ça l'est. Il me regarda avec ses yeux vifs. Alors, mademoiselle Dubois, Manon Dubois, êtes-vous ici pour me voler, me flatter, ou réellement m'aider ? Je suis ici pour prendre soin de vous, dis-je simplement. Quoi que cela implique. Quelque chose dans mon ton a dû le convaincre car son expression s'adoucit légèrement. Nous verrons, dit-il. Nous verrons. Au cours des semaines suivantes, j'ai appris que la réputation de Théodore d'être difficile était en grande partie un mécanisme de défense. Il avait été déçu par tant de gens, des employés qui le volaient, des proches qui n'appelaient que quand ils avaient besoin d'argent, des amis qui disparaissaient lorsque sa santé déclinait, qu'il avait construit des murs autour de lui.
Mais sous l'extérieur bourru se cachait un homme intelligent, cultivé et étonnamment drôle quand il baissait sa garde. Il avait grandi pauvre pendant la Grande Dépression, avait bâti sa fortune grâce à un travail acharné et des investissements intelligents, et ne s'était jamais marié ni n'avait eu d'enfant. J'étais trop concentré sur les affaires, me dit-il un après-midi alors que je l'aidais avec ses exercices de physiothérapie. J'ai toujours pensé qu'il y aurait du temps pour une famille plus tard, mais le plus tard n'est jamais venu. Le regrettez-vous? Chaque jour, dit-il doucement. L'argent peut vous acheter beaucoup de choses, mademoiselle Dubois, mais il ne peut pas vous acheter des gens qui se soucient sincèrement de vous. Les semaines passèrent, notre relation évolua de professionnel à quelque chose qui s'approchait de l'amitié. J'arrivais chaque matin et le trouvais en train d'attendre dans le bureau avec un livre qu'il voulait discuter ou une histoire qu'il voulait raconter. Il était fasciné par ma vie, mon travail à l'hôpital, mon petit appartement, mes plaisirs simples. Vous semblez heureuse, observa-t-il un jour, malgré ne pas avoir beaucoup d'argent. J'ai assez, et j'ai un travail qui compte. Des gens qui se soucient de moi. C'est plus que beaucoup de gens riches ne peuvent en dire. En effet, dit-il pensivement. Théodore commença à me poser des questions sur ma famille, mes antécédents, mes rêves pour l'avenir. Je lui racontai mon enfance avec ma mère célibataire, comment j'avais financé mes études d'infirmière, mon espoir d'ouvrir un jour une clinique gratuite dans un quartier défavorisé. Votre mère vous a élevé seule? Oui. Mon père est parti quand j'étais très jeune. Maman n'en parlait pas beaucoup. Elle disait juste qu'il n'était pas prêt à être un parent. Et la famille de votre mère? Elle n'avait pas beaucoup de famille. Mon grand-père est mort quand j'étais au lycée et je n'ai jamais connu ma grand-mère. Maman disait toujours que nous nous suffisions à nous-mêmes. Elle est partie il y a 2 ans maintenant. Elle souffrait d'une maladie respiratoire. Théodore semblait particulièrement intéressé par les détails, posant des questions complémentaires sur le nom de jeune fille de ma mère, où elle avait grandi, quand elle avait déménagé dans notre ville. Je supposais qu'il faisait juste la conversation, essayant de comprendre la vie de quelqu'un de si différent de lui. À mesure que son état s'aggravait, Théodore devint plus réfléchi, plus préoccupé par son héritage. Il parlait souvent d'une nièce avec qui il avait perdu le contact il y a des décennies. Élise était la fille de ma sœur. Ma sœur, Alix, est morte jeune et Élise a été élevée par son père. Ils ont déménagé quand elle était adolescente et nous avons perdu le contact. Je me suis toujours demandé ce qui lui était arrivé. Avez-vous essayé de la retrouver? J'ai eu des enquêteurs au fil des ans, mais la piste est devenue froide. Élise aurait la 50aine maintenant, probablement mariée avec un nom différent. Elle pourrait être n'importe où. Pourquoi est-il si important pour vous de la retrouver? Théodore resta silencieux un long moment. Parce qu'elle est la seule vraie famille qui me reste, et parce que je veux léguer ma fortune à quelqu'un qui l'utilisera sagement, quelqu'un qui comprend la valeur d'aider les autres. Et vos autres parents? Des vautours, dit-il d'un ton désinvolte. Ils voient mon argent comme leur droit de naissance, mais ils n'ont jamais montré un gramme d'attention sincère pour moi en tant que personne. Si je leur laisse ma fortune, ils la dilapideront en voitures de luxe et en vacances coûteuses. Je veux que mon argent fasse du bien dans le monde. Dans ces dernières semaines, la santé de Théodore déclina rapidement. Les analgésiques le rendaient somnolé et confus, mais il insistait toujours sur nos conversations quotidiennes. Il semblait travailler sur quelque chose d'important, passant des appels téléphoniques et rencontrant son avocat, mais il était secret sur les détails. Je prends des dispositions, était tout ce qu'il disait quand je demandais, m'assurant que tout est pris en charge. Un après-midi, environ une semaine avant sa mort, Théodore me demanda de m'asseoir avec lui dans le jardin. C'était une belle journée de printemps, et il semblait plus alerte qu'il ne l'avait été depuis des semaines. Manon, dit-il en utilisant mon prénom pour la première fois. Je veux que vous sachiez que ces derniers mois ont été les plus heureux que j'ai connus depuis des années. Monsieur Delacroix. Théodore, corrigea-t-il, et je le pense sincèrement. Vous m'avez montré plus de gentillesse authentique que je n'en ai reçu de ma propre famille en des décennies. Vous m'avez rappelé qu'il y a encore de bonnes personnes dans le monde. Vous avez été bon avec moi aussi, dis-je. Vous m'avez tant appris sur l'histoire, sur la littérature, sur la façon de voir le monde sous une perspective différente.
Je veux que vous me promettiez quelque chose, dit-il, prenant ma main de ses doigts fragiles. Quoi qu'il arrive après mon départ, quoi que vous appreniez sur vous-même, rappelez-vous que la gentillesse est la monnaie la plus précieuse du monde. Ne laissez rien changer qui vous êtes. Je le promets, dis-je, bien que je ne comprenne pas pourquoi il était si énigmatique. Théodore est décédé 3 jours plus tard, ma main dans la sienne. Ses derniers mots furent « Merci de m'avoir vu comme plus qu'un simple vieil homme riche ». Les funérailles furent une petite affaire, à laquelle assistèrent principalement des associés et des parents éloignés qui semblaient plus intéressés par la lecture du testament que par le deuil du décès de Théodore. Je m'assis au fond, me sentant comme une intruse parmi des gens qui le connaissaient bien plus longtemps que moi. Après la cérémonie, l'avocat de Théodore, un homme distingué nommé Maître Dubois, m'aborda. « Mademoiselle Dubois, j'aimerais que vous assistiez à la lecture du testament de Monsieur Delacroix demain après-midi. Il a spécifiquement demandé votre présence. Je ne suis que son infirmière. Je ne pense pas que ma place soit là. Monsieur Delacroix a été très clair sur le fait de vouloir que vous soyez là. Son personnel est demandé, dit fermement Maître Dubois, demain à 14 heures à mon cabinet. » Le lendemain, je me retrouvai dans une élégante salle de conférence, entourée des parents de Théodore, des cousins, des neveux et des nièces que je n'avais jamais rencontrés, mais qui étaient soudainement apparus lorsqu'ils avaient appris sa mort. D'autres membres de son personnel étaient là, Madame Mercier, la gouvernante, Monsieur Dupont, le chauffeur, et Madame Lambert, la cuisinière. Maître Dubois s'éclaircit la gorge et commença à lire un épais document. Moi, Théodore Jacques Delacroix, en pleine possession de mes facultés mentales et corporelles, je fais par la présente mon dernier testament et mes dernières volontés. Il lut une série de petits legs, de l'argent à des œuvres de bienfaisance, des cadeaux à des employés de longue date comme Madame Mercier, Monsieur Dupont, Madame Lambert, et Maître Dubois lui-même, des sommes modestes à divers parents. Les membres de la famille s'agitaient, attendant le plat de résistance. Et maintenant, concernant le gros de ma succession, évalué à environ 12 millions d'euros. Le silence tomba dans la pièce. On aurait entendu une mouche voler. Je laisse l'intégralité de ma fortune restante, y compris toutes les propriétés, investissements et actifs liquides, à ma nièce bien-aimée, Élise Dubois. La pièce éclata. Les parents de Théodore commencèrent à crier, exigeant des explications, menaçant de poursuites judiciaires. Mais je les entendais à peine. Je regardais Maître Dubois avec confusion. Mon nom n'était pas parmi les employés qui avaient reçu de l'argent et des cadeaux. Pourquoi étais-je là ? Je réalisais qu'il y avait un malentendu. Ma place n'était pas là, au milieu des cris des parents de Théodore. Il valait mieux que je quitte la pièce discrètement. Alors que je me dirigeais vers la porte, Maître Dubois éleva la voix au-dessus du chaos. « Mademoiselle Dubois, je faisais référence à vous. » « Je crois qu'il y a une erreur, dis-je, ne comprenant pas ce qu'il voulait dire. Je n'avais pas été mentionné dans la partie du testament concernant le personnel. Oui, parce que la dernière partie vous était adressée, Mademoiselle Dubois. Que voulez-vous dire ? Mon prénom est Manon, pas Élise. Maître Dubois leva la main pour demander le silence. Mademoiselle Dubois, puis-je vous demander votre nom légal complet ? Manon Élise Dubois, dis-je automatiquement. Mais je n'ai jamais utilisé Élise. J'ai toujours été Manon. Et le nom de jeune fille de votre mère ? Élise Leblanc, dis-je, ne comprenant toujours pas son propos. Celui de votre grand-mère, Mademoiselle Dubois ? Alix, dis-je brusquement, puis je m'arrêtai, les implications me frappant comme un coup physique. Alix Delacroix. Le silence retomba dans la pièce, mais cette fois, c'était un autre genre de silence. Le silence d'un mystère en cours de résolution. Maître Dubois sourit. Mademoiselle Dubois, vous êtes bien la nièce de Théodore Delacroix. Votre grand-mère, Alix Delacroix, était sa sœur cadette. C'est impossible, murmurai-je. Ma mère ne m'a jamais dit ça. Elle disait que sa famille était partie. Votre grand-mère et Théodore se sont brouillés quand elle était très jeune. Elle désapprouvait ses pratiques commerciales. Elle pensait qu'il était trop axé sur l'argent et pas assez sur la famille. Elle est partie. Théodore a passé des années à essayer de vous retrouver, vous et votre mère. J'avais l'impression que le monde tournait autour de moi.
Mais comment a-t-il su? Comment a-t-il su que j'étais sa nièce? Il a cherché pendant des décennies. Mais quand il a vu votre photo par l'intermédiaire de l'agence d'infirmières, il a eu une intuition. Vous êtes un copier-coller de votre grand-mère, Mademoiselle Dubois. Je le suis? Je n'ai jamais vu de photo d'elle. Maître Dubois me tendit une vieille photo d'une jeune femme aux yeux clairs et aux cheveux foncés. La ressemblance était vraiment effrayante. On aurait dit une photo de moi dans des vêtements des années 70. Les résultats du test ADN sont arrivés il y a quelques semaines. Test ADN? J'étais complètement perdu maintenant. Le verre d'eau que vous avez utilisé pendant votre première semaine de travail. Maître Dubois l'a fait tester. L'expression de Maître Dubois était gentille mais sérieuse. Vous êtes bien la nièce biologique de Théodore, Mademoiselle Dubois. Mais plus important encore, vous avez réussi son test. Quel test? Théodore a trouvé une autre femme nommée Élise avec des liens possibles avec sa famille. Il a passé des mois à vous observer toutes les deux, à tester votre caractère, vos motivations, votre capacité à la gentillesse authentique. Il y avait une autre Élise? Élise Duval, une femme qui prétendait être sa nièce et le harcelait pour de l'argent depuis des années. Elle lui a rendu visite plusieurs fois pendant votre emploi, bien que vous ne l'ayez probablement jamais vue. Elle était exigeante, clairement intéressée par sa richesse. Je repensais aux jours où Théodore avait semblé particulièrement fatigué ou contrarié, des jours où il avait mentionné avoir eu des visiteurs difficiles. Vous, en revanche, lui avez montré une attention et une compassion sincères. Vous l'avez traité comme une personne, pas comme un compte en banque. Vous avez gagné son amour et son respect par vos actions, pas par vos revendications. L'un des cousins de Théodore, un homme au visage rouge nommé Robert, se leva avec colère. C'est ridicule. Ce n'est qu'une infirmière qui a manipulé un vieil homme malade. Nous contesterons ce testament. Vous êtes libre d'essayer, dit calmement Maître Dubois. Mais je dois mentionner que Théodore avait anticipé cette réaction. Il a laissé une documentation détaillée de son processus de prise de décision, y compris des enregistrements vidéo de ses interactions avec les deux candidates Élise. Le contraste est assez frappant. Il se tourna vers moi. Mademoiselle Dubois, votre oncle vous a laissé une lettre. Voudriez-vous que je la lise maintenant ou préférez-vous la lire en privé? Maintenant, s'il vous plaît, dis-je, ma voix à peine audible. Maître Dubois ouvrit une enveloppe scellée et commença à lire. Ma très chère Élise, et oui, je sais que vous préférez Manon, mais je n'ai pas eu la chance de renouer avec votre mère, et cela me rend vraiment triste. Je suis anticipativement fière de vous. Vous vous êtes avérée être la femme remarquable que j'ai toujours espéré que vous deviendriez. Je sais que cet héritage est un choc. Je sais que vous avez probablement des questions sur la raison pour laquelle votre mère ne m'a jamais parlé, pourquoi notre famille a perdu le contact, pourquoi je n'ai jamais essayé plus fort de vous retrouver plus tôt. La vérité est que votre grand-mère et moi étions tous deux des personnes têtues et fières qui avons laissé un désaccord sur l'argent et les valeurs nous éloigner. Elle pensait que j'étais froid et cupide. Je pensais qu'elle était naïve et peu pratique. Nous avions tous deux tort, et nous avions tous deux raison. Mais en vous observant ces derniers mois, en voyant la femme que vous êtes devenue, je sais qu'Alix vous a élevé avec les valeurs qui comptent le plus. Vous avez sa gentillesse, sa force, sa capacité à voir le bien chez les gens. Vous avez aussi quelque chose que je n'ai jamais eu, la sagesse de savoir que l'argent n'est qu'un outil, pas un but. Je vous laisse ma fortune, non seulement parce que vous êtes ma parente de sang, mais parce que vous m'avez montré ce que la famille signifie vraiment. Vous avez pris soin de moi quand j'étais difficile et exigeant. Vous avez écouté mes histoires quand vous auriez pu faire une douzaine d'autres choses. Vous m'avez traité avec dignité et respect quand d'autres ne voyaient qu'un vieil homme difficile avec de l'argent. Utilisez cet héritage sagement, Manon. Je sais que vous le ferez. J'ai vu votre cœur, vos rêves d'ouvrir une clinique gratuite, votre désir d'aider les gens qui ne peuvent pas s'aider eux-mêmes. Cet argent est ma façon de faire en sorte que ces rêves deviennent réalité. Mais plus que l'argent, j'espère vous avoir donné autre chose. La certitude que vous étiez aimé, que vous comptiez pour quelqu'un, que votre gentillesse et votre compassion ont donné un sens aux derniers mois d'un vieil homme. Vous êtes mon héritage maintenant.
Non pas à cause de notre sang partagé, mais à cause de votre beau cœur. Rendez-moi fier. Avec tout mon amour, votre oncle Théodore. PS Il y a une dernière chose. Dans mon bureau, derrière la collection Shakespeare, vous trouverez un album photo. Il contient des photos de votre mère enfant, de notre famille avant que tout ne tourne mal. Je les ai conservées pour vous, espérant qu'un jour j'aurai la chance de les partager. Maintenant, vous pouvez connaître la famille que vous ne saviez pas avoir. Au moment où Maître Dubois eut fini de lire, je pleurais ouvertement. Les parents hostiles s'étaient tus, comprenant peut-être enfin qu'il ne s'agissait pas de manipulation ou de cupidité. Il s'agissait d'amour, de famille et du pouvoir de la connexion humaine authentique. Je ne sais pas quoi dire, murmurai-je. Vous n'avez rien à dire, dit gentiment Maître Dubois. Mais vous avez des décisions à prendre. Cet héritage s'accompagne de responsabilités importantes. Au cours des heures suivantes, Maître Dubois expliqua les détails de la succession de Théodore. En plus des 12 millions d'euros, j'avais hérité de son manoir, de sa collection d'art et de plusieurs propriétés d'investissement. C'était accablant, presque incompréhensible. Qu'est-ce que je suis censé faire de tout cela, demandai-je. Tout ce que vous pensez que votre oncle aurait voulu. Mais je suppose que vous le savez déjà. Il avait raison. Même assise dans cette salle de conférence, entourée de plus de richesses que je n'aurais jamais imaginées, je savais exactement ce que Théodore aurait voulu que je fasse. 6 mois plus tard, je me tenais dans le hall du centre de santé communautaire Théodore Delacroix, regardant des familles du quartier défavorisé affluer par les portes pour des soins médicaux gratuits. Le manoir avait été converti en une clinique ultramoderne, dotée des meilleurs équipements et d'une équipe de professionnels de la santé dévoués. La collection d'art avait été donnée à des musées locaux, les bénéfices finançant un programme de bourse pour les étudiants en soins infirmiers issus de familles à faible revenu. Les propriétés d'investissement avaient été transformées en logements abordables pour les personnes âgées et les familles dans le besoin. J'avais gardé suffisamment d'argent pour vivre confortablement et assurer la viabilité à long terme de la clinique, mais la grande majorité de la fortune de Théodore servait désormais à aider ceux qui en avaient le plus besoin. Madame Mercier, l'ancienne gouvernante de Théodore, était restée pour aider à gérer les opérations de la clinique. Monsieur Delacroix serait si fier, me dit-elle un après-midi alors que nous regardions une jeune mère partir avec son bébé en bonne santé après un examen gratuit. Je l'espère, dis-je. J'apprends encore comment être digne de sa confiance. Vous l'êtes déjà, dit-elle fermement. Vous l'étiez le jour où vous avez choisi de le voir comme une personne au lieu d'une paix. Ce soir-là, je m'assis dans ce qui avait été le bureau de Théodore, maintenant converti en mon bureau à la clinique. Sur mon bureau se trouvait l'album photo qu'il avait mentionné dans sa lettre. Des photos de ma mère enfant riant, de ma grand-mère Alix enceinte, et de Théodore jeune homme, d'une famille qui avait été déchirée par la fierté et les malentendus. Il y avait une photo qui m'a particulièrement émue, ma grand-mère et Théodore adolescent, leurs bras autour l'un de l'autre, tous deux souriant à l'appareil photo. Au dos, de l'écriture de ma mère, il y avait les mots « Alix et Théo, meilleurs amis pour toujours ». Assise dans le calme de la clinique ce soir-là, je compris ce que Théodore avait voulu dire à propos de l'héritage. Il ne s'agissait pas de l'argent ou de la propriété, ni même des bonnes œuvres que la fondation accomplirait. Il s'agissait des liens que nous tissons, de l'amour que nous partageons, de la façon dont nous choisissons de nous voir et de nous traiter les uns les autres. J'avais commencé comme Manon Dubois, une infirmière qui pensait être seule au monde à l'exception de sa mère. J'ai découvert que j'étais Élise Dubois, héritière d'une fortune et d'une histoire familiale que je n'avais jamais su exister. Mais surtout, j'avais appris que la famille ne se résume pas au sang, au nom ou à l'héritage. La famille, ce sont les personnes qui vous voient vraiment, et qui choisissent de vous aimer quand même. Théodore avait vu au-delà de ma vie simple et de mes modestes moyens la personne que j'étais vraiment. Et en retour, j'avais vu au-delà de sa richesse et de sa réputation l'homme solitaire et aimant qui se cachait en dessous. L'héritage avait changé ma situation, mais il n'avait pas changé qui j'étais. J'étais toujours la même personne qui croyait en l'aide aux autres, qui trouvait de la joie dans les plaisirs simples, qui mesurait la richesse en relation plutôt qu'en compte bancaire. Mais maintenant, j'avais les moyens de faire une réelle différence. D'honorer la mémoire d'un homme qui m'a appris que le plus grand héritage n'est pas ce que l'on laisse derrière soi.
C'est ce que l'on inspire aux autres de devenir. Alors que je fermais la clinique ce soir-là, je pensais aux derniers mots de Théodore. Merci de m'avoir vu comme plus qu'un simple vieil homme riche. Mais la vérité était qu'il m'avait donné bien plus que je ne lui avais donné. Il m'avait donné une famille, un but et les ressources pour faire de mes rêves une réalité. Plus important encore, il m'avait appris que parfois les découvertes les plus importantes ne consistent pas à trouver un trésor. Elles consistent à se trouver soi-même et à apprendre que l'on était digne d'amour depuis le début. Une histoire absolument magnifique sur les liens familiaux cachés, le pouvoir de la gentillesse authentique et la façon dont parfois nos plus grands héritages ne sont pas ce à quoi nous nous attendons. Avez-vous déjà découvert quelque chose de surprenant sur votre propre histoire familiale? Partagez vos histoires dans les commentaires ci-dessous. Si cette histoire de Manon Élise et de son héritage inattendu a touché votre cœur et vous a rappelé que la famille est une question d'amour, pas seulement de sang, veuillez cliquer sur le bouton « J'aime » et vous abonner pour d'autres histoires incroyables sur les liens qui changent nos vies. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne jamais manquer une publication. Merci d'avoir regardé et nous vous retrouverons dans la prochaine vidéo.